on va parler d'un sujet qui rejoint l'histoire. Et c'est intéressant parce que les philosophes, vous le savez, s'inscrivent dans le grand mouvement, on va dire, de l'histoire des idées. Et l'histoire est toujours attachée justement au conditionnement de ces idées. Et vous avez Nietzsche qui est capable de dire qu'à un moment donné, dans Aurore, il dit que tant que la nature est une bonne nature et qu'on y projette des bons sentiments, c'est que la santé mentale, entre guillemets, va bien. Et puis que les moments à l'inverse, où on est dans une sorte d'affection, ou les moments où on est dans une sorte de sentiment du tragique, et bien dans la nature, on projette toutes nos peurs et tous ces moments particuliers. Alors aujourd'hui, on va faire ce lien avec cet ouvrage qui est paru dernièrement chez Flammarion, avec les années 30 sont de retour, ce qui fait que le lien à l'histoire qu'on va faire, ça sera un lien qui sera aussi situé par rapport à ce va-et-vient entre les années 30 et les années 15, puisque finalement on est dans les années 15. Voilà, donc ça fait, on va dire comme ça. Et puis surtout, on est bien contente d'avoir avec nous Yvan Gastaut, historien de renom, une internationale. Et puis historien connu à l'Université du Temps Libre, vous le savez, vous le connaissez puisqu'il intervient régulièrement. Il y a quelques éminents près. Voilà, exactement, il est déjà connu par les participants connus aussi. Et puis c'est vrai que on travaille régulièrement ensemble, et puis sur Nice, tu fais beaucoup de choses, tu travailles énormément à ce monde contemporain. Et ma première question, pourquoi s'associer justement à des journalistes pour pouvoir écrire un ouvrage parce que le journaliste, pour moi, c'est un peu la chronique, on va dire, chronique au quotidien, et l'historien, c'est peut-être celui qui a plus de recul, donc pourquoi ce mélange genre dans les écrits pour cet ouvrage? Alors oui, la question est, à mon avis, essentielle pour évoquer cet ouvrage, parce que c'est un ouvrage, je ne suis qu'un quart de ce qui s'est produit là, puisque ça a été écrit à quatre personnes, 8 mains, donc on peut dire. Et le but, ça a été effectivement de réfléchir à la manière dont on écrit l'histoire, d'une certaine manière. Je crois que c'est ce qui est un peu le cœur de notre réflexion là, ce soir, c'est comment est-ce que justement le récit historique doit se confronter, me semble-t-il, aujourd'hui, plus que peut-être il y a 20, 30, 50 ou 100 ans, à la réalité telle qu'elle se décrit. Et d'une certaine manière, c'est un essai, c'est pas tellement un ouvrage de recherche, c'est plutôt une réflexion qui a été menée justement dans le sens où un certain nombre de journalistes, et notamment ceux qui sont là, Renaud Dely et Claude Askolovitch, ont fait l'effort d'aller vers nous, historiens, et puis 2 autres personnes, historiens, Pascal Blanchard et moi-même, on a fait un peu l'effort de rencontrer des journalistes et de mettre dans un pot commun quelque chose qui est dans l'air du temps depuis assez longtemps, qui est dans l'air du temps depuis sans doute quelques années, au moins depuis 2008, c'est-à-dire la crise, si on peut dire, économique telle qu'elle s'est manifestée, qui est de dire dans l'espace public qu'on serait justement en train de revenir aux années 30 avec un discours qui est un peu catastrophiste, inquiétant, qui fait dire que si on est dans les années 30 aujourd'hui, ça veut dire qu'on court à la catastrophe, en fait. On court à la catastrophe et on se retrouve finalement dans un schéma connu, enfin connu, qu'on a pu connaître, que nos ancêtres ont pu connaître, que nos parents ou grands-parents ont pu connaître, c'est-à-dire finalement un monde qui s'éteint, un monde qui se délite, et un monde qui, de crise en crise en quelque sorte, crise économique, crise morale, crise diplomatique également au pluriel, eh bien amènerait à une sorte de, je dirais, de fin de cycle qui s'annoncerait. Alors cette fin de cycle, on ne sait pas trop, elle peut être imprévisible comme peut-être 2015, puisqu'on a écrit ça avant 2015, avant les événements de janvier. Est-ce que c'est 2017 des élections présidentielles? Est-ce qu'il va se tramer quelque chose qui pourrait nous amener à ce que cet équilibre actuel serait rompu? Et donc voilà, on a essayé de travailler ça sans dire que, même si le titre, alors on peut discuter du titre, les années 30 sont de retour, moi j'étais plutôt un partisan de mettre un point d'interrogation. C'est tout le problème. Mais vous savez qu'un ouvrage doit se vendre et que pour qu'il se vende, pour qu'il ait un public, il faut plutôt affirmer que questionner, même si l'ambition... Alors oui, un travail d'écriture, c'est aussi un travail de compromis. C'est un travail de compromis parce qu'on est obligé, quand on est 4, on est obligé de réfléchir à 4, et on n'est pas du tout, pas toujours d'accord, même si on avait un projet commun qui est resté ce qu'il est et qui est de belle facture, à mon avis. Mais il y a aussi un rapport à l'éditeur. Et Flammarion a voulu évidemment travailler cette dimension ambiguë, je dirais, parce que quand on lit l'ouvrage, on peut s'interroger sur le fait qu'un certain nombre de propos nous amènent à dire que oui, nous sommes dans les années 30 et que la comparaison est légitime en quelque sorte, qu'elle est tout à fait conforme à des inquiétudes actuelles et que ces inquiétudes sont bien fondées. Et d'autre part, on peut considérer que c'est plutôt... Non, moi je tire plutôt vers là, que l'histoire ne se répète que de manière partielle et finalement incomplète,
Et qu'on ne revit pas tous les événements tels qu'ils se sont déroulés dans les années 30, même s'il y a des similitudes dans certains domaines, qu'il y a d'étranges comparaisons à faire, hein, et que ces comparaisons, à mon avis, plus qu'annoncer quelque chose de mauvais, je dirais, d'inquiétant, ça nous permet, je dirais, de travailler l'intellect. Justement, on peut penser à ça, puisque si ça ressemble, s'il y a des similitudes, en fait, si on est dans les années 30, on attend, entre guillemets, la possibilité ou l'éventualité d'un prochain Hitler. Le prochain Hitler, on en voit, certains en tout cas le voient sous une forme très précise, hein. On le voit du côté de la Russie, on voit que certains font la comparaison, beaucoup font la comparaison, et moi j'ai repris, puisque c'est moi qui ai fait le chapitre justement, qui propose une comparaison, certes, je dirais, à nuancer, hein, c'est ce que je fais aussi, entre la manière dont les Jeux de Sochi ont été une mise en scène, comme Hitler avait mis en scène au moment des Jeux Olympiques de Berlin en 1936, sa puissance, sa forte puissance, même si évidemment on est dans des Jeux Olympiques d'hiver, et qu'à Berlin on est dans des Jeux Olympiques d'été, que l'impact de Berlin est sans doute beaucoup plus fort que celui de Sochi, mais quelque part, effectivement, on voit à travers cette figure de Vladimir Poutine, et j'ai rassemblé ne serait-ce que quelques articles de presse ces dernières années, l'ombre d'un dictateur qui pourrait quelque part s'apparenter à celui qui va faire exploser l'équilibre diplomatique de l'Europe, et plus que de l'Europe, du monde, parce que finalement la Russie c'est quoi? Est-ce que c'est un continent européen? Est-ce que c'est un continent en soi? Est-ce que c'est une entité géopolitique qui est contre l'Europe, qui est avec l'Europe? Aujourd'hui, il semblerait que les relations soient compliquées avec la Russie, ne serait-ce que, on l'a vu dans l'actualité, au moment des commémorations des 70e anniversaire de la découverte des camps, au moment des commémorations du 9 mai, hein, qui manifeste la fin de la guerre du côté de l'URSS, eh bien, les chefs d'État européens n'étaient pas là. Hein, et que quelque part, ça montre que des tensions existent bel et bien avec cette Russie toujours un peu problématique, toujours un peu emblématique. Bon. Alors, justement, la Russie, en ce moment, est-ce qu'elle ne nous donne pas plutôt un peu la représentation, l'exemple, en gros, de ce qui pourrait être la pensée du politique tel que le concevait, entre guillemets, Machiavel. Machiavel passe en premier lieu par l'idée d'une efficacité politique. Est-ce que la position stratégique ou géopolitique de la Russie n'est pas aussi d'être cette espèce de barrière? Je me fais l'avocat du diable. Hein. Enfin, le diable, si tant est que le diable soit Poutine. Hein. Est-ce que justement... Pas dit qu'il le soit, en fait. Voilà, exactement, ce n'est pas dit. Est-ce que c'est pas celui aussi qui fait un peu le garde-fou ou le frein entre justement ce monde qui serait celui plus de l'Asie ou d'un autre lieu, et même le rempart à l'Europe, parce que l'Europe, jusqu'à présent, on a voulu une Europe sécuritaire, on a construit cette Europe, on n'a pas posé de frontières. Résultat, on a une augmentation et, je veux dire, un éloignement systématique des frontières de l'Europe, puisqu'on élargit, on élargit toujours. Jusqu'où peut-on aller? La Turquie dans l'Europe? Parce que c'est une préoccupation. Et est-ce que quand il est dans sa position justement du politique efficace, qui affirme sa puissance, qui a l'air de dire que le vice paraîtra vertu parce qu'on va être dans la préservation de l'Europe, ou en tout cas en être la limite ou le garde-fou, est-ce qu'il n'est pas celui-ci celui qui peut passer pour le seul vrai politique à l'égard de ceux qui sont un peu mous de la politique? C'est ça, un peu mou de la politique, enfin, effectivement. Pour pas dire autrement. En tout cas, il est un point de fixation. Je suis entièrement d'accord avec cette idée que, d'une certaine manière, il propose une sorte de contrepoint, de contrepoids à un ordre établi qui a aussi un mérite, hein, qui est justement de casser quelques logiques qui pourraient être un peu, je dirais, ossifiantes. Et finalement, c'est vrai qu'on se rend compte aujourd'hui, d'ailleurs comme dans les années 30, hein, même si l'idée européenne n'était pas aussi avancée qu'aujourd'hui, pas aussi construite qu'aujourd'hui, mais il existait bel et bien dans les années 20 et 30 une dimension de la construction européenne qui ne prenait pas la forme qu'elle a pris ces dernières années, mais qui était déjà là, notamment avec l'idée d'un équilibre entre ces nations qui se sont organisées à la fin de la Première Guerre mondiale pour essayer de mettre en œuvre une paix entre les nations européennes, une paix qui ne va pas fonctionner. Hein. Alors aujourd'hui, on peut se poser la question, justement. Est-ce que cette paix qui semble inéluctable entre les États européens, est-ce qu'elle est effectivement garantie pour des décennies, et peut-être même plus que ça, ou est-ce qu'elle est fragile? Hein, si on se situe, si on se transporte dans les années 20, il y avait un vrai espoir, notamment à travers la Société des Nations, un espoir effectivement d'un monde où la paix serait désormais en place. Et cet ouvrage justement, il essaie de réfléchir au fait que dans les années 30, on ne savait pas, par définition, ce qui allait se passer. Hein, et que cette catastrophe qui va se produire, elle était assez peu prévisible dans les années 1920, jusqu'en gros en 1930.
31, 32, 33, où les choses vont brutalement s'assombrir. Et oui, allez-y. Et le vote espagnol, parce que tout de même, c'est la dernière nouvelle, et elle ne va pas du tout dans le sens... Ben oui, alors il peut y avoir des contradictions vis-à-vis de l'Europe, comme il y avait des contradictions à l'époque, c'est-à-dire effectivement, la critique de l'Europe, elle peut venir de différentes zones politiques, hein, l'extrême gauche ou la gauche, hein, en l'occurrence, elle peut venir de la droite ou de l'extrême droite, elle peut venir de différents milieux, et comme à l'époque des années 20 et des années 30, il y a aujourd'hui des critiques très fortes de cet équilibre européen qui semblerait l'équilibre des nantis, l'équilibre de ceux qui tiennent l'économie ou qui détiennent le pouvoir économique, et que on va dire les classes populaires ou les classes défavorisées seraient exclues de cet équilibre-là et en seraient les victimes. D'où la Grèce, d'où d'une certaine manière l'Espagne, d'où un certain nombre de lieux en Europe qui sembleraient finalement pas tout aussi européens que d'autres nations. Et il y aurait dans cette Europe 2 vitesses, ou 3 vitesses, ou plusieurs vitesses entre les tenants de ceux qui tiennent les clés de l'Europe, la France, l'Allemagne notamment, et d'autres, et puis ceux qui seraient un peu à la marge, notamment les pays du sud de l'Europe, qui seraient comme l'Espagne, l'Italie, la Grèce, et puis les nouveaux entrants, des sortes de périphéries. Donc du coup, ce cadre européen qui semble d'une certaine manière assez confortable aujourd'hui, en tout cas pour garantir la paix, on se rend compte que par toutes ces critiques qui émergent un peu partout dans ce continent, eh bien, sont autant de menaces.